Bonjour, on va discuter aujourd'hui de plusieurs imageries ici qui correspondent à un seul et même diagnostic, qui, comme vous pouvez le voir, prend, ou en tout cas peut prendre des aspects sur le plan radiologique très variés, mais également sur le plan clinique. Ici, il s'agit essentiellement de patients qui se plaignent de céphalées, qui consultaient dans le cadre de l'urgence et qui avaient, pour les patients en haut à gauche, en bas à droite, une imagerie scanographique et pour les 3 autres patients, d'un bilan par IRM. Comment on va analyser tout ça? On va tout simplement regarder la première imagerie scanographique. On peut visualiser ici une hypodensité qui a l'air plutôt œdémateuse vasogénique qui touche essentiellement la substance blanche. Avec ici, de façon associée au sein de cette plage d'œdème, une zone hyperdense spontanément correspondant à un remaniement hémorragique. Sur l'IRM d'un autre patient, on voit des anomalies similaires avec une plage œdémateuse hyper intense en T2, temporale externe, et avec ici, en correspondance, des remaniements hémorragiques. On verra que cette topographie temporale externe est très évocatrice. Mêmes anomalies ici, mais dans une topographie différente, en frontale gauche, en parasagittale, donc large plage œdémateuse, et quelques petits remaniements hémorragiques en son sein. La séquence axiale flaire ici, chez un autre patient, nous montre une hyperintensité au sein de plusieurs sillons corticaux, comme je vous le montre ici, qui correspondent à des hémorragies sous-arachnoïdiennes sulcales. Enfin, ce dernier examen en séquence flaire retrouve une plage œdémateuse hyper intense sous-corticale intéressant la substance blanche. Ces différentes présentations radiologiques sont donc variées, mais doivent faire rechercher et éliminer en priorité le diagnostic de thrombose veineuse cérébrale, avec ici le scanner sans injection qui a la chance de vous montrer en hyperdensité spontanée le thrombus au sein du sinus sagittal supérieur. Un message clé de cette présentation, c'est d'avoir comme réflexe de penser et d'injecter vos scanners devant toutes ces plages œdémateuses assez extensives, notamment dans des topographies caractéristiques, par exemple temporale externe ou en frontale parasagittale comme ici, d'autant qu'il existe des petits remaniements hémorragiques associés. Très important de savoir poser le diagnostic positif de la thrombose veineuse cérébrale parce qu'il existe un traitement efficace qui est l'anticoagulation qui va être mise en route par votre urgentiste, par votre neurologue, et ce même en cas de remaniement hémorragique au sein du parenchyme cérébral. Les veines peuvent être assimilées à des fleuves et des rivières qui vont avoir beaucoup de connexions, beaucoup d'anastomoses, comme on le voit sur ces deux images. Et c'est ce qui va en partie expliquer le fait que certains patients vont très bien tolérer une thrombose veineuse, être quasiment asymptomatiques, et d'autres vont avoir des céphalées très intenses, avec parfois des remaniements hémorragiques très importants, des infarctus veineux, avec parfois un pronostic défavorable. C'est notamment donc lié à toutes ces collatérales veineuses, toutes ces voies de suppléance qui sont plus ou moins développées selon les patients, contrairement au réseau artériel qui, même s'il y a des variantes anatomiques, est plus constant. Le réseau veineux, en tout cas sur les veines corticales, est très 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 variable. Ici, simplement, pour vous montrer cette représentation de radiologie assistante, pour vous illustrer que les territoires veineux sont totalement différents des territoires artériels, qu'il n'y a pas de systématisation superposable au territoire artériel. On l'a vu en temporal, ici représenté en jaune, large plage d'œdème en temporal. Il faudra savoir penser à la thrombose veineuse du sinus transverse. Et pourquoi? Parce qu'au sein de ce sinus transverse, on a une veine corticale qui est la veine de la baie, qui est représentée ici, et qui va donc être responsable notamment, dans un certain nombre de cas, du drainage de ce territoire. Et on comprend bien que si on a une thrombose
du sinus transverse ou même directement de la veine de la baie, que le retour veineux va être plus difficile et on va pouvoir avoir des anomalies œdémateuses par souffrance veineuse dans ce territoire. Bien sûr, comme on l'a dit, selon les patients, il y a des collatérales plus ou moins abondantes qui sont plus ou moins, et on voit ici par exemple que cette veine de la baie, normalement, dans les cas classiques, sur les schémas anatomiques, on voit qu'il y a des connexions avec d'autres veines. Donc chez les patients qui ont de bonnes voies anastomotiques, on n'aura pas forcément ces remaniements œdémateux. Même chose ici sur ces représentations toujours du même site, on peut voir des anomalies de signal évocatrices. Ici, des anomalies œdémateuses fronto-pariétales, bilatérales, parasagittales. Donc ici, il faudra penser à éliminer la thrombose veineuse du sinus sagittal supérieur. Ici, les anomalies temporales qui correspondent au territoire de la veine de la baie. Et ça, on y reviendra un peu plus tard, très important également, l'atteinte des noyaux gris centraux, éventuellement de la substance blanche adjacente, en lien avec une atteinte du système veineux profond, comme on peut vous le représenter ici en flair, de façon bilatérale, avec des hypersignaux et une augmentation de calibre des thalamus. Ça peut éventuellement être également unilatéral, comme on le voit ici, ce qui peut être à l'origine de difficultés diagnostiques. On peut volontiers voir des remaniements hémorragiques en hypersignal T1 spontané. Ces deux imageries similaires à ce qu'on a vu au début ne seront pas recommandées. La thrombose veineuse cérébrale correspond donc, représente donc environ 1%, 1 à 2% des AVC. Et c'est globalement, avec l'avènement de l'imagerie, notamment de l'imagerie en coupe, qu'on a pu se rendre compte que c'était plus fréquent que ce qu'on pensait initialement. L'âge moyen de cette pathologie se fait autour de 30 à 40 ans, avec une nette prépondérance féminine, avec tout un tas de facteurs favorisants, tout un tas de causes que vous connaissez, que ce soit des causes locales, par exemple infectieuses, avec un foyer infectieux ORL de contiguïté qui peut se compliquer de thrombose, ou des facteurs, des causes systémiques que vous connaissez, le tabagisme, la contraception orale, après toutes les maladies de système, les hémopathies malignes, les déficits en facteurs de coagulation, les cancers, etc. Ce diagnostic est très difficile à poser cliniquement, puisque les symptômes sont variables et non spécifiques. Si la céphalée est le symptôme le plus fréquent, retrouvé dans quasi tous les cas, elle peut très bien être isolée. Donc vous comprenez bien que il va falloir faire la part des choses entre les patients qui ont une céphalée liée à une TVC et les patients qui n'ont pas de TVC, ce qui est extrêmement difficile. Le tableau, donc on l'a dit, peut être très très variable, de la simple céphalée, mais peut aller jusqu'au cas de coma, notamment en cas d'atteinte du système veineux profond. La céphalée, si elle est le plus souvent subaiguë, peut également apparaître sous un format aigu, avec notamment une céphalée de type en coup de tonnerre, mais on peut également avoir des patients qui viennent pour des céphalées chroniques qui ont une TVC. Dans d'autres cas, on pourra avoir une présentation avec des vertiges, des atteintes des paires crâniennes, des déficits neurologiques, voire des crises convulsives. Comme on l'a dit, on peut avoir des troubles de la conscience avec des comas, des symptômes psychiatriques avec un mutisme, des tableaux de confusion, et c'est dans ces cas-là où on recherchera la thrombose veineuse profonde, des veines cérébrales profondes. Les céphalées sont donc le symptôme le plus fréquent, mais on peut avoir tout un tas d'autres symptômes. La céphalée, comme on l'a dit, il n'y a pas de caractéristiques particulières, ça peut aller de la simple impression de tête lourde à la réelle céphalée en coup de tonnerre. Dans un petit peu moins de la moitié des cas, la céphalée est isolée, donc ce qui est à l'origine d'une très grande difficulté diagnostique sur le plan clinique. Comment on va explorer les veines? On va dire un petit mot puisque c'est important.
Globalement, pour poser le diagnostic positif de la thrombose veineuse, le scanner et l'IRM sont globalement comparables. Peut-être que l'IRM est meilleur pour les veines corticales, on le reverra, mais globalement, le scanner avec injection de produit de contraste au temps veineux est un bon examen pour le diagnostic positif. Pour analyser le retentissement parenchymateux, à savoir les œdèmes, les remaniements hémorragiques, l'IRM est bien entendu supérieur. Comment on va faire le scanner? On va proposer un scanner sans injection, puis avec injection à un temps veineux. Vous trouverez des temps d'acquisition variables. Je pense qu'on peut retenir entre 45 secondes et 1 minute de façon assez fiable. Concernant l'IRM, il faudra également la réaliser avec injection, avec une séquence dite d'ARM veineuse dédiée à l'exploration des veines, comme son nom l'indique. On fera également des séquences de diffusion comme dans quasiment toute exploration neuroradiologique. On pourra faire des séquences T2 étoilées de susceptibilité magnétique, du flair et du T1. J'insiste bien qu'il faut systématiquement injecter l'imagerie, que ce soit en scanner, en IRM, puisque si dans un certain nombre de cas, estimé environ à 30%, on pourra avoir ce thrombus en hyperdensité spontanée, dans la très grande majorité des cas, le thrombus apparaît iso, voire hypodense, et ne sera donc pas visible de façon évidente sur le scanner sans injection. Sur l'acquisition injectée, vous reconnaissez ici tous cet aspect classique de delta vide, donc ici le triangle non opacifié qui correspond au thrombus, qui n'est donc pas rehaussé. Ce qu'on voit ici, donc, les parois du triangle rehaussé correspondent aux parois durmériennes du sinus. Même chose en IRM, il va falloir faire une acquisition injectée, puisque même si maintenant, sur beaucoup de séquences sans injection, on peut évoquer le diagnostic sans trop de soucis, dans un certain nombre de cas, le thrombus est difficilement visualisé de façon spontanée. Ici, il y a une thrombose étendue du sinus sagittal supérieur, mais qui est extrêmement difficile à voir en T1 comme en T2, et seule ici l'imagerie injectée nous confirme cette thrombose du sinus sagittal supérieur, mais également du sinus latéral du côté droit. Ici, une correspondance. Comme je vous le dis, parfois on peut voir le thrombus spontanément hyper intense, et on le voit assez souvent en IRM sans injection, le thrombus, beaucoup plus rarement en scanner, et on confirme le diagnostic par une imagerie injectée avec ici une thrombose complète du sinus sagittal supérieur qui n'est pas du tout opacifié. Les séquences T2 étoiles et de susceptibilité peuvent être d'une très grande aide pour le diagnostic de thrombose veineuse corticale qui, elle, pose plus de soucis en scanner. Ici, on visualise des structures linéaires, corticales, ici, qui sont trop bien visibles en T2 étoiles de par leur calibre et leur signal trop bas. Et en fait, ça correspond à la thrombose corticale avec un artefact de susceptibilité. Donc le T2 étoile et la séquence de susceptibilité sont très utiles. Au bout de quelques jours, sur la séquence T1, surtout si vous faites de la séquence T1 volumique, vous pourrez voir le thrombus dans les veines corticales spontanément hyper intense qui pourra également vous aider à poser ce diagnostic. On voit ici cette petite thrombose veineuse corticale vraiment sur les coupes encéphaliques les plus hautes et qui peuvent être difficiles à diagnostiquer si on ne regarde pas très bien. Même chose ici, toujours différents types d'anomalies, ici une hémorragie sous-arachnoïdienne au niveau d'un sillon, la plage œdémateuse sous-corticale qu'on a déjà vu, ici un petit remaniement hémorragique cortico-sous-cortical, et à chaque fois dans ces cas-là, c'était lié à une thrombose d'une veine corticale, bien visible ici sur la séquence de susceptibilité, et parfois qu'on a la chance de deviner et de voir sur un scanner non injecté, mais qui est en général plus difficile que sur l'IRM. J'attire bien votre attention que si les séquences T2 étoiles et de susceptibilité sont d'une grande aide dans le diagnostic de thrombose veineuse, il faut savoir que à une phase subaiguë, voire un peu tardive, on va perdre cet hyposignal qui correspond à un artefact
artefact de la désoxyhémoglobine dans le thrombus, donc cet artefact de susceptibilité. Ici, chez ce même patient contrôlé à différents intervalles, on voit ici qu'il n'y a pas de souci, on voit le sinus qui est augmenté de taille, arrondi, avec cet artefact de susceptibilité. Même chose ici, même si le calibre est un petit peu diminué. Et ici, on pourrait se dire que il y a plus de thrombus, que le sinus a une taille et un signal qui sont tout à fait normaux. Et donc ça, c'est un piège. Il faut savoir que le signal du thrombus évolue avec le temps, quelle que soit la séquence, et donc ne pas se faire avoir également sur ce T2 étoile, puisque ce patient avait encore bien une thrombose dans son sinus. Donc message, si le T2 étoile et la susceptibilité sont très utiles pour le diagnostic positif, à une phase un peu plus tardive, ça peut quand même être pris en défaut, donc c'est pour ça qu'il faut injecter vos imageries systématiquement. Ici, je vous montre un exemple d'une IRM. Ici, un T1 injecté classique. Excusez-moi, on va reprendre les deux ici. Et je vous demanderai de regarder attentivement les coupes les plus hautes pour montrer que dans certains cas, même en IRM, ça peut être très difficile. Ici, c'est vraiment sur les dernières coupes au niveau du vertex qu'on voit cette thrombose du sinus sagittal supérieur, avec probablement ici un défaut de rehaussement dans certaines veines corticales. Et si je vous montre ici, on peut voir ici une veine corticale qui semble trop bien visible en hyposignal. Si on continue de suivre, on la voit ici également. Ici, on commence à deviner également une veine trop volumineuse. Si on suit les coupes, on voit la même chose. Ici, les veines trop bien visibles, augmentées de calibre, avec cet artefact de susceptibilité. Et voilà, ici, cette séquence peut donc être d'une grande aide diagnostique. Ce qui est également important de faire, c'est de savoir faire un protocole d'injection adapté. Ici, un temps qui a été fait peut-être 2 à 3 minutes après injection, si je vous fais défiler les images, on a l'impression globalement qu'il n'y a pas trop de problème. Un œil entraîné aura déjà vu là où est la thrombose, mais ça peut, pour les plus novices, être un petit peu difficile. Je trouve ça beaucoup plus facile si on fait un temps vraiment adapté, entre 45 et 60 secondes, puisqu'on aura un meilleur contraste entre la veine et le thrombus éventuel. Ici, on voit qu'il n'y a pas du tout de rehaussement de ce sinus transverse gauche. Même chose ici, sinus sagittal supérieur. Regardez sa densité en comparaison ici du sinus droit des veines cérébrales internes. Je trouve que c'est beaucoup plus facile à analyser sur un temps adapté que sur un temps plus tardif, où on perd un peu de contraste naturel et où, si le thrombus est un peu ancien, le thrombus peut se rehausser. Donc vraiment très important de faire un protocole d'injection au bon temps. Ici, une séquence de diffusion avec des anomalies de signal, donc hypersignal thalamus, également les autres noyaux gris, avec diminution sur la cartographie ADC. On pourrait se dire c'est des anomalies irréversibles, comme on pourrait faire l'analogie dans l'infarctus artériel, avec des lésions irréversibles. Mais il n'en est rien dans la thrombose veineuse cérébrale, même en cas d'anomalie en hypersignal diffusion avec diminution de l'ADC. Ces anomalies, sur un contrôle fait après traitement quelques mois après, peuvent être totalement irréversibles. Donc la diffusion n'a finalement pas tellement d'intérêt pronostic pour l'évolution ultérieure. On va revenir et insister sur le territoire des veines cérébrales internes, des veines cérébrales profondes, qui est représenté en rouge. Et on peut voir que donc ce système veineux profond est très important puisqu'il va drainer une bonne partie de la substance blanche profonde, mais également d'autres structures comme les noyaux gris centraux, comme on l'a vu.
Voilà, ici je vous représente ici sur ce scanner injecté avec reconstruction de MIP, ces veines cérébrales internes ici qui sont très importantes puisqu'on l'a vu en cas de thrombose de ces dernières, on peut voir des tableaux de coma, voire de décès. Et donc savoir y penser devant des anomalies de densité ou de signal plus ou moins symétriques des noyaux gris avec des remaniements hémorragiques et qui peuvent également toucher donc cette substance blanche profonde de façon plus ou moins large. Donc le drainage de ces veines cérébrales internes ces veines cérébrales internes permettent de drainer un territoire très important comme on l'a vu. Et en scanner, sur un scanner sans injection, ça peut être extrêmement difficile. Ici, je pense que pas grand monde, personne ne décrira des anomalies de signal des noyaux gris centraux. On voit ici un comblement du sinus frontal droit. Et ici, la seule anomalie, mais très importante à voir, c'est ça. Scanner sans injection, là ici. C'est hyper dense spontanément au niveau des veines cérébrales internes du sinus droit. Et il y a une thrombose à ce niveau-là. Sur l'IRM, on voit une anomalie de signal thalamique gauche sur laquelle on passe totalement à côté en scanner. Là ici un autre patient, on voit le thrombus en hyperintensité T1 et des remaniements hémorragiques en hyperintensité T1 spontanée. Donc vraiment, ces veines cérébrales internes, ça peut donner des tableaux très graves, mais ça peut être si on n'injecte pas, et donc je vous encourage à injecter dans tous les tableaux neurologiques atypiques que vous n'expliquez pas, ou graves, ou dès qu'il y a un hématome, pour rechercher cette thrombose veineuse. En conclusion de ces quelques cas, j'aimerais que vous reteniez que la clinique de la TVC est très polymorphe et non spécifique, et donc que quand l'urgentiste, quand le neurologue demande une imagerie de thrombose veineuse cérébrale, même en cas de céphalée isolée, faut le faire puisque on l'a vu, les céphalées peuvent être isolées dans à peu près la moitié des cas, sans autres signes, sans déficit neurologique, sans œdème papillaire. Donc il faut avoir l'indication de l'imagerie large. Cette imagerie doit être faite obligatoirement avec injection de produits de contraste, que ce soit en scanner ou en IRM, avec des performances globalement similaires pour la détection du thrombus. L'IRM sera quant à elle néanmoins nettement plus performante pour analyser le retentissement parenchymateux. Savoir toujours rechercher cette thrombose veineuse cérébrale devant tout hématome lobaire, mais d'autant plus quand on va avoir une large plage œdémateuse et simplement quelques petits remaniements hémorragiques, parfois avec un aspect nodulaire floconneux. Devant une hémorragie sous-arachnoïdienne d'un sillon cortical, il faudra également savoir penser à la thrombose veineuse d'une veine corticale. On l'a vu en IRM, le signal du thrombus est variable selon son âge. Comme un hématome parenchymateux va évoluer de signal, ça va être la même chose pour le thrombus. On l'a vu, les séquences de susceptibilité peuvent être d'une très grande aide dans un très grand nombre des cas, mais elle peut être prise en défaut dès que le thrombus va être un petit peu plus vieux. Donc c'est pour ça que l'injection reste indispensable. Et enfin, savoir que le traitement de la thrombose veineuse repose dans l'extrême majorité des cas sur le traitement anticoagulant, et ce, même s'il y a des remaniements hémorragiques parenchymateux. Il faudrait également réaliser une enquête étiologique pour traiter une cause éventuelle, mais il faut savoir que entre 10 à 30% des thromboses veineuses cérébrales vont rester sans étiologie retrouvée de façon évidente. La céphalée, on l'a vu, est quasi constante, et il faut penser à la TVC. S'il y a une chose à retenir sur la céphalée, c'est un caractère inhabituel et persistant. On va finir simplement par des petits cas supplémentaires. Et sur ces 8 imageries, il y a un patient qui a une thrombose veineuse cérébrale. Je pense que maintenant qu'on a vu ces petits dossiers ensemble, ça posera pas de doute diagnostique. Ici, on a cette large plage œdémateuse temporale externe et ces 2 petits remaniements hémorragiques nodulaires. Et ce patient avait bien une thrombose veineuse cérébrale. Enfin, on va terminer sur une imagerie piège. Ici, si
on n'a pas l'habitude de voir beaucoup d'imagerie, ou si on débute son internat, ou si on n'est pas radiologue, on pourrait se dire, tiens, ici, un signe du delta typique. Ce qui va pas trop, c'est que normalement, notamment que le delta, on devrait avoir une paroi postérieure rehaussée de ce delta et un triangle central. Et qu'en remontant un petit peu, on a l'impression que ces deux structures se rejoignent pour ne faire qu'une ici. Et en fait, ça correspond simplement à une bifurcation précoce du sinus sagittal supérieur qui va donc se diviser en deux. Et quand on fait l'imagerie en coupe ici, on visualise donc deux sinus au lieu de un seul, et avec un espace, on va dire, vide ici, qui donne cette fausse impression de delta vide. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Comme d'habitude, si vous avez des commentaires, des remarques, ou si vous voulez qu'on traite des sujets particuliers à l'avenir, n'hésitez pas à m'en faire part. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, et je vous dis à très bientôt.